Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui est consacrée au calcul différentiel. Donc le calcul différentiel, c'est en général un des chapitres qui est le moins apprécié des élèves. Une des raisons est peut-être le fait que la notion elle-même de différentiel, qui est centrale dans ce chapitre, est une notion un peu plus abstraite que la notion de dérivée que vous maîtrisez maintenant depuis assez longtemps. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la notion en particulier de différentiel et les théorèmes centraux de ce chapitre. Alors dans un premier temps, on va peut-être donner une petite idée ou peut-être une motivation à la notion de différentiel, peut-être expliquer quelles sont les différentes approches qu'on aurait pu choisir pour parler de calcul différentiel. Et donc, on se consacrera donc aux difficultés qui existent dans le passage du calcul différentiel des fonctions d'une variable, qui est le calcul des dérivées, au calcul différentiel des fonctions à plusieurs variables. Et ensuite, dans la deuxième partie, on attaquera à proprement parler le chapitre de différenciabilité. On introduira, on donnera la définition et on fera peut-être aussi un calcul concret, la notion de différentiel. Et on reviendra sur plusieurs des propriétés fondamentales de cette notion, en particulier la règle de la chaîne, qui généralise aux fonctions de plusieurs variables la règle de dérivation d'une fonction composée, que vous connaissez. Ensuite, on parlera rapidement des différentiels supérieurs, qui seront, tels que c'est déjà le cas pour les fonctions d'une variable, définies comme les dérivées de la dérivée, alors ici de la différentielle, donc différentielle de la différentielle. Et on dira un petit mot sur le théorème de Schwarz, et la matrice hessienne et les considérations locales auxquelles nous mène cette notion, en particulier en les extrémas locaux d'une fonction à plusieurs variables. Ok, alors, donc, j'ai fait quelques petits dessins au tableau que vous connaissez. Enfin, ce sont des images qui sont classiques. En particulier la notion de la dérivée d'une fonction que vous définissez comme un nombre. La dérivée de la fonction f en un point A de son domaine de définition, c'est défini comme la limite d'un taux d'accroissement à un nombre réel L, et qu'on note en général f' de A, et qui va satisfaire que une certaine droite, qu'on appelle la droite tangente, dont je rappelle l'équation ici, approxime de manière optimale le graphe de f parmi toutes les fonctions affines qu'on aurait pu choisir. Alors, avec ce petit rappel, quand on passe aux fonctions à plusieurs variables, on peut être tenté de parler aussi de différenciabilité en termes de fonctions d'une seule variable. Par exemple, ici, j'ai essayé de représenter un certain ouvert. Alors, dans toute la suite, cette notation, une inclusion avec un cercle au-dessus, ça signifie que le membre de gauche est un ouvert dans ce qui sera toujours un espace vectoriel à droite. Donc ici, on représente une fonction qui va d'un ouvert O de RP, une fonction f, vers un ouvert U de RQ. Bon, on n'a pas vraiment dessiné ce qu'elle fait. Mais on peut, par exemple, se dire, pour étudier la différenciabilité, il suffirait ou il serait intéressant de regarder ce que fait f, non pas sur tout l'ouvert O, quand on se place au voisinage de A, donc pas sur un voisinage total complet de A, mais sur une portion beaucoup plus fine qui correspond à une courbe tracée dans l'ouvert. Ici, gamma, ce serait une fonction, disons, de classe C1, d'un intervalle I, disons, moins 1, 1, dans O, qui serait de classe C1, au sens où cette fonction donc d'une variable réelle qui a P coordonnées, chacune de ces coordonnées est dérivable de dérivée continue. Alors, quand on a donc choisi une telle courbe gamma, on peut regarder la fonction composée, qui est la fonction f rond gamma, et qui, cette fois, est une fonction d'une seule variable,
toujours à valeur dans U. Et cette fonction d'une seule variable, on peut lui appliquer les méthodes de dérivée que vous connaissez bien. On peut en particulier parler de sa dérivée en un certain temps t, et en particulier, par exemple, alors ici j'ai choisi un point particulier A, et j'ai fait en sorte que le chemin gamma passe par A au temps t égale à 0. On peut en particulier parler de la dérivée de f au temps 0, qui serait une espèce de dérivée finalement de la fonction f elle-même, et pour être précis, la dérivée de f dans la direction gamma prime de 0. Donc disons ça ici. On peut parler de dérivée directionnelle. À savoir, si j'ai un vecteur v dans l'espace vectoriel de départ, je vais pouvoir trouver un chemin gamma, qu'on va noter gamma a v, qui n'est pas du tout unique, il y en a beaucoup, mais qui vont tous donner le même résultat, en tout cas si la fonction f est suffisamment régulière. Donc un chemin gamma v qui va aller, disons, de moins epsilon plus epsilon, on pourrait prendre moins 1 si on voulait, oups, dans l'ouvert O, qui satisfait donc gamma A V de 0, c'est A, et que la dérivée au temps 0 de gamma AV, c'est V. Donc une façon de le faire, c'est par exemple de prendre, puisqu'on travaille dans un ouvert, l'application qui a T associe A plus TV pour un petit domaine, puisque par hypothèse notre partie O est ouverte, il y a une petite boule autour de A, et donc pour T suffisamment petit, ceci reste dans l'ouvert O, et en particulier on pourra donner sens à la composée. Ok, donc étant donné une telle courbe qui passe par A au temps 0 avec comme dérivée au temps 0 le vecteur V, on peut parler donc de dérivée directionnelle qui serait définie comme la dérivée de f rond gamma au temps 0, et que pour l'instant on pourrait par exemple noter la dérivée de la direction V de f de la direction V de f au point A. Alors cette notation, on va l'introduire plus proprement. Ce sera la différentielle de f au point A. Mais pour l'instant, disons juste qu'on peut parler de dérivée directionnelle sans avoir fait de calcul différentiel plus général. Alors, à nouveau, si la fonction f est suffisamment régulière, cette dérivée directionnelle ne va dépendre finalement que de a et de v. Mais pour ça, il faut que la fonction f soit, par exemple, disons, différenciable au sens qu'on va expliquer plus tard. Alors, cette approche, on peut la systématiser de la manière suivante, en choisissant par exemple une base. Alors, ici, j'ai changé les ouverts. On travaille avec un ouvert oméga dans un espace vectoriel réel de dimension finie V, et un ouvert oméga prime dans mêmes hypothèses, espace vectoriel normé, espace vectoriel de dimension finie. Donc pour rendre cette notion systématique, on peut choisir une base de l'espace sous-jacent V, ce qui nous donne entre guillemets une espèce de quadrillage de l'ouvert oméga, et plus généralement de tout V. Et on peut introduire les dérivées partielles de la fonction qui sont définies exactement de la même façon que les dérivées directionnelles, à ceci près que la direction dans laquelle on a dérivé, donc ce vecteur V, on va le choisir en tout point parmi les E1, En. Donc on peut par exemple poser la définition suivante. À nouveau, j'ai besoin d'un point de mon domaine de départ. Je vais regarder une fonction, un chemin de la même nature que ce gamma AV, et que je vais faire encore plus simple.
Je vais reprendre exactement cette notation, donc le chemin le plus simple possible. On pose dérivée im, et peut-être que j'ai besoin d'un indice i aussi, i entre 1 et n. La dérivée partielle par rapport au im vecteur de base b de la fonction f au point A, ce sera défini comme la dérivée directionnelle par rapport à un chemin. On va donner la définition exacte, ou précise si on veut, la limite quand t tend vers 0 d'un taux d'accroissement f de a plus t fois le im vecteur de base ei moins f de a sur t. Donc, étant donné un point de départ A, comme ça, on regarde ce que fait la fonction f le long de la droite affine dirigée par ei qui passe par A. Donc ça, c'est l'ensemble des A plus TEI, T petit, et ici EI, c'est le premier vecteur de base, par exemple. Ok, et on regarde sur quoi être envoyé ce chemin par F. Ce chemin sera envoyé par F sur un truc, par exemple, comme ça. Par exemple, f de a sera ici. La dérivée partielle de f dans la direction i sera alors le vecteur tangent donc à cette courbe au point de référence t égale à 0. Ok. Et nous définit donc un vecteur dans W. On peut peut-être l'écrire. Alors, donc les dérivées partielles ici dépendent implicitement de la base qu'on a choisie. Si on avait choisi une autre base C ronde epsilon 1 jusqu'à epsilon n, on aurait eu des dérivées partielles par rapport au vecteur de base C différents, puisque ici on n'aurait eu pas des EI mais des epsilon i. Et cette notion est une notion qui se déduit de la notion de dérivée directionnelle le long d'un chemin. Donc, on peut se dire que là, avec cette notion, on a tout raconté, c'est vrai, sauf que dans la suite, les dérivées partielles, telles que définies ici, vont jouer un rôle très important, puisqu'elles vont nous permettre de fournir un critère pour reconnaître les applications différenciables, continuellement différenciables. En plus du fait que ce sont des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez déjà, que vous avez employées déjà en physique. Et en physique, en général, on fait des dérivées partielles, plutôt dans l'esprit de droite. Ok. Alors, disons un dernier mot sur peut-être l'insuffisance de cette notion de dérivée partielle par rapport à un vecteur. Alors, on aimerait bien en fait empêcher le même phénomène qui se passe déjà dans R avec la valeur absolue. Vous avez une fonction, ici la valeur absolue, tracée dans R. Vous avez une fonction alors qui ne va pas être dérivable en 0, mais qui va admettre des dérivées partielles dans les deux directions qui existent dans R, la direction positive et la direction négative, et ceci en tout point. Pourtant, la fonction elle-même n'est pas différenciable. Donc, ce que je dis, c'est que cette fonction admet une dérivée à gauche et une dérivée à droite en tout point, sans admettre de dérivée tout court en 0. Et ce même phénomène pourrait se répéter dans les fonctions à plusieurs variables. On peut très bien imaginer avoir une fonction f définition un ouvert u de Rn à valeur réelle, et dont le graphe qu'on va tracer ici aurait une allure dans ce style.
Alors là, on peut très bien aussi imaginer donner un sens en ce point A à des dérivées directionnelles de f relativement à n'importe quelle direction émanant de A, puisque implicitement, dans mon dessin, là, je suppose plus ou moins que cette fonction, dans n'importe quelle direction, sur le long de n'importe quelle demi-droite qui sort de A, est une fonction essentiellement affine. Donc là aussi, on peut donner un sens à des dérivées partielles suivant des directions, peut-être à ceci près que il faudrait se restreindre à des fonctions définies à droite de 0 ou à gauche de 0, donc sur un intervalle plutôt de la forme 0, 1 ou 0 epsilon. Ok, mais on ne veut quand même pas dire que cette fonction soit différenciable, donc la notion à elle seule de dérivée directionnelle, comme c'est déjà le cas dans R, ne suffit pas, et il faut une notion un peu plus robuste pour avoir une bonne notion de la différenciabilité. Ok, alors, cette notion, on va la rappeler maintenant. On passe à la partie 2, différenciabilité. Et on va commencer par une définition. Donc, dans toute la suite, on aura affaire à des fonctions de plusieurs variables, et les lettres oméga, O et U seront toujours des ouverts dans des espaces vectoriels V ou W ou ce genre de choses. Donc, étant donné un ouvert oméga de V, V étant un espace vectoriel réel de dimension finie, disons un ouvert oméga prime de W, et F, une fonction de oméga dans oméga prime, VW, R espace vectoriel de dimension finie, et F, une fonction de oméga dans oméga prime, et enfin A, un point de oméga. On dira que F est différenciable en A. S'il existe une application linéaire, de V dans W, telle que, on peut dire ça de deux manières équivalentes, telle que F de A plus H soit égal à F de A plus L calculé dans la direction H plus un petit o norme de H, ou de manière équivalente que la limite quand norme de H tend vers 0 de F de A plus H moins F de A moins L calculé en H sur norme de H existe et vaut 0. Là aussi, le L de H, on pourrait le sortir plutôt que de le laisser dans le quotient. Ok. Alors ici, avec H qui tend vers 0, bien sûr. Alors, disons juste un mot. Là, j'ai utilisé une norme que je n'avais pas introduite précédemment. Vous savez qu'en dimension finie, les normes sont toutes équivalentes. Donc, peu importe la norme que j'ai choisie, la notion de différenciabilité va toujours être la même. Une autre remarque qui s'impose, peut-être que, donc disons-le, remarque. La première, c'est que le choix de la norme sur V et implicitement là aussi, puisqu'on parle d'une limite dans W, donc il y a aussi implicitement une norme sur W, et sans
sans importance, en tout cas pour la définition, puisqu'en dimension finie, et c'est bien le cas ici, dans le chapitre de topologie, vous avez vu qu'en dimension finie, les normes sont toutes équivalentes. Alors, une autre remarque qu'on peut faire immédiatement, c'est que si f est différenciable en A, elle est continue en A, comme c'est déjà le cas avec les fonctions dérivables. Dérivabilité entraîne continuité. Et une autre remarque qu'on peut faire, c'est que si f est différenciable en A, cette application linéaire L est en fait unique et est notée dans ce cas la différentielle en A de f. Donc ça, par définition, sous réserve d'existence, c'est une application linéaire de l'espace vectoriel de départ qui contient l'ouvert oméga vers l'espace vectoriel d'arrivée W qui contient l'ouvert but oméga prime. Ok, alors faisons peut-être un lien avec la dérivée d'une fonction d'une variable réelle, puisque après tout, quand on vous a introduit la notion de dérivée, nombre dérivé d'une fonction d'une variable réelle, on ne vous a pas parlé d'application linéaire, mais tout simplement on a donné un nombre. Alors, on fait une dernière remarque, quatrième remarque. Donc, si f est une application d'un ouvert qu'on va noter i cette fois comme intervalle, disons, dans J, avec i et j, deux ouverts, disons deux intervalles ouverts de R, ou disons deux ouverts de R, on a maintenant deux notions en compétition, qui est la dérivabilité de f au sens classique et la différenciabilité de f au sens ici. Alors ces deux notions en fait coïncident, donc on va peut-être le dire, donc f va être dérivable au sens classique si seulement si elle est différenciable, donc dérivable, disons, en x, élément de i, si seulement si f différenciable en x, au sens qu'on vient de dire, et le lien entre ces deux notions est fait par le fait que les applications linéaires, R linéaire de R dans R, cet espace vectoriel-là, est canoniquement isomorphe en tant que R espace vectoriel à R lui-même via l'application qui prend un nombre L. On va faire via donc l'application qui va aller de R dans les applications, en l'occurrence même les endomorphismes R linéaire de R dans lui-même, et qui va envoyer L sur la multiplication par L. Donc on va noter ça M indice L. Ça c'est l'application de R dans R qui envoie X sur LX, qui est bien une application R linéaire, et toutes les applications R linéaires de R dans R sont de cette forme. Ok, et grâce à cette identification entre R et les applications linéaires de R dans R, on voit en fait que via cette correspondance ici, le nombre f' au sens classique, donc la dérivée au sens classique, va être envoyée sur la différentielle en A de f.
à savoir la multiplication à gauche par le nombre dérivé classique f' de A. Ok, donc ces deux notions, a priori un peu en compétition, coïncident parfaitement, modulo cette identification naturelle. Ok. Alors, pour la différenciabilité, donc, on a une définition maintenant, mais qui n'est pas forcément la plus maniable. En tout cas, ça, je sais que moi, enfin, je sais que beaucoup de gens, dont moi, initialement ont un peu de difficulté avec cette notion. Alors, on va rappeler un théorème important, qui est quasiment, enfin, qui est la façon la plus simple, et c'est une façon aussi très efficace. Donc ce théorème nous donne un outil simple et efficace pour reconnaître en fait la différenciabilité d'une fonction. Alors en fait, j'ai besoin de donner d'abord une définition. Donc on sait ce que ça signifie être différenciable en un point. Je reprends mes notations avec f, une application de oméga dans oméga prime, même notation qu'avant. Donc f sera dite différenciable sur oméga si elle est différenciable en tout point a de oméga. Alors, on a vu que la différentielle, si elle existe, est unique. Et donc, si f est différenciable, on obtient une application qui va aller de oméga dans les applications linéaires de v dans w, et qui à petit a associe la différentielle de f en a. Cette application, on la note tout simplement df. C'est l'application de oméga dans les applications linéaires de v dans w, qui envoie a sur la différentielle en a de f. Et on dit que f est continuellement différenciable ou f est de classe C1. Donc f est de classe C1 ou f continuellement différenciable. Entre guillemets sur oméga, entre parenthèses plutôt, si f est différenciable, partout différenciable, donc si f est différenciable, et que cette application df est continue. Ok, donc la notion la plus importante de ce chapitre, c'est celle-ci, c'est la notion d'être continuellement différenciable ou d'être de classe C1. Et le théorème qu'on va donner maintenant permet de reconnaître les applications qui sont continuellement différenciables à l'aide de leur dérivée partielle, relativement à une base, peu importe laquelle. Et voilà, et je répète, c'est quasiment la façon, enfin c'est la façon la plus simple, et c'est une façon très qui s'adapte à beaucoup de situations différentes pour démontrer la différenciabilité, la continue différenciabilité d'une application. Donc théorème. Donc je reprends mes notations. Oméga, un ouvert de V, oméga prime, un ouvert de W, V et W, deux espaces vectoriels réels de dimension finie. F, une application de oméga dans oméga prime. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes. Donc LASSE, les assertions suivantes sont équivalentes. Primo, F est de classe C1 sur oméga. Donc ça, c'est en général ce qu'on aimerait bien obtenir comme information. Et le critère équivalent, qui est beaucoup plus accessible, est de dire que F admet des... je vais aussi choisir une base. B
égale E1 En base de V. Donc le critère équivalent, c'est de dire que les dérivées partielles de f existent partout sur oméga, donc existent en tout point de oméga, et sont continues donc sont continues sur oméga. Et ceci pour i allant de 1 à n. Donc pour tout i entre 1 et n, les dérivées partielles de f relativement en direction E1, En doivent exister en tout point de oméga et doivent être continues sur oméga. Ok. Alors ça c'est vraiment ce qui est de plus pratique en général pour démontrer qu'une application est différenciable. Quand on sait calculer les dérivées partielles, ça c'est très important comme critère. Ok, alors on va faire un petit lien avant d'avancer dans le chapitre. On va mettre en rapport cette notion de différentiel qu'on vient d'introduire et la notion qu'on avait introduite dans la première partie, qui était la notion de dérivée directionnelle le long d'un chemin. Donc, proposition. Donc, si f, toujours les mêmes notations de oméga dans oméga prime, est différenciable en A, et si gamma est un, disons, de moins epsilon plus epsilon pour un nombre réel strictement positif, epsilon est un chemin tracé dans oméga, qu'on va supposer de classe C1, avec gamma au temps 0 passe par A. Donc A, c'était notre point dans oméga, ici. Alors, f admet une dérivée directionnelle le long de gamma. En 0. Et en fait, le vecteur dérivé, donc la limite, f rond gamma prime en 0 est égal à la différentielle en A de f calculée sur le vecteur gamma prime de 0. Ok. Alors, faisons aussi quelques remarques. Alors, on a parlé de différenciabilité, et donc d'application linéaire, la différentielle de f en A. Les applications linéaires, vous savez les représenter relativement à des bases, et on va dire un petit mot là-dessus. Donc, soit B égale E1, En, base de V, C égale epsilon 1, epsilon m, base de W, et à nouveau une application, comme on l'a toujours ici, f de oméga 1 ouvert de V dans oméga prime 1 ouvert de W, une application différenciable en A, et
on va noter ces coordonnées. Notons donc pour tout vecteur, plutôt pour notons pour tout A, pour tout X, élément de oméga, f de X égale F1 de X, Fn, Fm de X. Donc les coordonnées, peut-être qu'on devrait le dire comme ça, les coordonnées du vecteur fx relativement à la base C ronde, on les note F1, Fn de X. Donc là, on a exploité la base C de l'espace d'arrivée pour exprimer le vecteur f de x comme une combinaison linéaire avec les coefficients F1 jusqu'à Fm de x relativement à la base C. Et x1 et x, donc les coordonnées du vecteur x relativement à la base B, on les notera x1, xn. Alors, avec cette notation, on obtient une écriture de f relativement aux bases B et C, qui est donc que f de x, le vecteur f de x, relativement à la base C, c'est le vecteur f1 de x1 jusqu'à xn, jusqu'à fm de x1, xn. Donc là, on a juste introduit les coordonnées dans la notation, enfin, pour obtenir une notation utilisant ces coordonnées, pour représenter la fonction f de x, la fonction f. Alors, relativement à ces mêmes bases, on peut aussi exprimer la matrice de L, ou plutôt la matrice de la différentielle. Donc la matrice de la différentielle en A de F, relativement aux bases B et C, va valoir, donc c'est une propriété, ce sera la matrice des dérivées partielles. Donc ça va être la matrice des dérivées partielles de Fi par rapport aux coordonnées x, j au point A, avec i allant de 1 à m et j allant de 1 à n. Donc, tout ça pour vous dire que cette matrice, cette application linéaire qu'est la différentielle, elle correspond à quelque chose d'assez concret une fois qu'on choisit des bases, ce que nous n'avions pas encore fait pour l'instant. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus abondamment donc nous terminerons le chapitre 2. On parlera de la règle de la chaîne, dont je rappelle que c'est la généralisation au calcul différentiel avec plusieurs variables de la dérivée d'une composée. Nous dirons un petit mot sur les différentiels supérieurs et sur le théorème de Schwartz. Et nous ferons un exemple concret. Nous allons calculer, par exemple, la différentielle du déterminant. Voilà, je vous remercie et à bientôt.